Bonjour à tous, je m'appelle Fauville Jean-François, je travaille au fédéral, donc je travaille au service saisie, donc service juridique de l'ONEM, et je suis comme vous militant, délégué de la CSC, donc nous faisons partie de la même famille. Je vous salue à vous toutes et tous, et alors je précise simplement avec la situation, on va dire, du Covid, que toutes les règles ont été respectées, d'où la distanciation et le port du masque en dehors, comme ça, tout est complet. Alors aujourd'hui, j'ai ma collègue et mentor Martine Pijolet qui m'accompagne, qui travaille au service travaux et matériels de l'ONEM aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui me tient et nous tient fort à cœur, c'est l'impact et les conséquences du télétravail, comme nous l'avons eu, il nous a été imposé par la situation exceptionnelle, qui est vraiment une première dans l'histoire, sur vous, les travailleurs. Alors, j'aimerais réellement ici créer un débat. C'est votre voix, c'est votre parole qui est importante. À la CSC, on écoute les gens. Chaque personne a son idée et chaque idée enrichit le débat et nous permet d'avoir des conclusions meilleures, un travail fini et terminé. Donc j'attends vos questions, n'hésitez pas, nous y répondrons, vous serez écoutés. Alors bon, voilà, maintenant ça fait déjà un peu plus d'1 an que nous sommes soumis à ce télétravail. Bien entendu, j'ai entendu que certaines personnes, ça ne leur posait aucun problème. Par exemple, des jeunes parents, je comprends que ça peut être pratique. Maintenant, la majorité des gens, il en ressort que bon, cet isolement devient pesant. Au début, ça se passe bien, mais après, ça devient pesant. Je pense notamment à des personnes isolées qui n'ont pas de compagnons, mais il faut se rendre compte qu'alors ces gens-là sont tout le temps seuls. Ils travaillent et le mélange domicile-travail est trop important dans leur vie. De plus, nous remarquons aussi, donc des gens plus âgés comme ma collègue, où ce télétravail pose des problèmes. Elle va vous parler peut-être les problèmes d'ergonomie qu'elle peut rencontrer. Je te laisse la parole, Martine. Oui, effectivement, au niveau de l'ergonomie, il faut être très prudent et très à l'écoute de nos affiliés, parce qu'il faut se rendre compte que les conditions de travail ne sont pas toujours les meilleures en ce qui concerne l'ergonomie, puisque on travaille sur un coin de table de cuisine avec une chaise qui n'est pas adaptée, etc. Et donc ça génère chez nos collègues beaucoup de soucis de santé, c'est-à-dire des soucis au niveau de la nuque, de l'épaule, de la main, le maintien de la souris en permanence, le dos qui pose des problèmes. Et donc on essaye de sensibiliser nos collègues à justement manifester leur ressenti par rapport à ce télétravail en permanence, et on leur conseille également, s'ils rencontrent des problèmes, de ne pas hésiter surtout à consulter la médecine du travail. Il se fait que, logiquement, l'employeur est tenu de fournir le matériel ad hoc, mais bon, ce n'est pas toujours évident budgétairement parlant. Tout à fait. Nous, organisations syndicales, depuis le début de cette crise sanitaire et du télétravail obligatoire, nous avons mis un point d'honneur à justement relayer tous les problèmes rencontrés par nos collègues et de ainsi pouvoir négocier avec les administrations pour obtenir un écran adapté, pour obtenir une chaise adaptée, pour obtenir des règles et des informations, comment disposer son plan de travail, comment s'asseoir correctement pour éviter les problèmes, etc. Mais il faut être extrêmement vigilant par rapport à tout ça. Tout à fait. D'autant que, à l'avenir, une fois cette période de crise sanitaire passée, il faut savoir que, et ça tout le monde le sait, c'est que le télétravail deviendra quasi un mi-temps du temps de travail de chaque travailleur, sur base volontaire bien évidemment, mais c'est ce qui va se passer. On l'espère. On l'espère de toute façon, et donc à ce niveau-là, il sera donc très important d'avoir un lieu de travail et un espace de travail adapté, aussi bien qu'on peut le rencontrer sur notre lieu de travail. Tout à fait. Et ça, c'est réellement un combat que nous devons mener. Donc, il faudra dans l'avenir
se serrer les coudes, se tenir et agir ensemble en une force, parce que ce nouveau gouvernement est moins difficile que l'ancien, mais il nous écoute, mais il n'agit pas. Donc, vraiment, j'appelle à avoir cette union pour avoir ce combat, parce qu'il faut penser à vous, à votre corps, à l'impact sur le long terme, parce que qui sait dans 10 ans comment votre nuque, votre dos va être à force de travailler à votre table. Donc nous devons mener ce combat pour avoir toute cette ergonomie c'est un devoir de l'employeur de le donner aux travailleurs. C'est un combat à mener absolument. Ensuite, il y a la deuxième chose, c'est au niveau aussi de l'impact psychologique. Je suppose que vous avez senti cet isolement et que cela a dû peser sur vous. Alors, j'aimerais avoir votre ressenti, votre expérience là-dessus. Je vous écoute. Oui, à ce propos, il y a déjà quelques remarques qui sont maintenant disponibles dans le chat. Et effectivement, il y a des remarques concernant notamment les télétravailleurs qui, bien qu'ils soient malades, il y a certaines personnes qui continuent à travailler. Donc ça, effectivement, il faut pouvoir aider les gens à se dire non, je suis malade, je me déconnecte, c'est pour ma santé, etc. Il faut également veiller à ce que l'employeur ne surveille pas son travailleur et quelque part de dire voilà, t'es à la maison, t'es malade, mais tu travailles. Et donc à tout ça, il faut faire très 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 attention. Tout à fait. Il faut pouvoir se déconnecter et on va devoir se battre à l'avenir pour obtenir et faire reconnaître ce droit à la déconnexion. Parce que, justement, il n'y a plus vraiment de distinction entre la vie privée et la vie professionnelle. Exactement. Il y a des gens qui arrivent à maîtriser ça, à gérer ça. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent envahir. Et le problème, si les gens se laissent envahir, c'est l'augmentation des burn-out. Tout à fait. Et donc, à tout cela, il faudra veiller très attentivement, être à l'écoute et bien sensibiliser les administrations et se battre pour que les moyens soient mis en place pour éviter ce genre de dérive. Exactement. Et c'est très important. Je veux justement rebondir sur ce que Martine dit, parce que j'ai observé une société qui déjà utilisait le télétravail de façon massive. Donc il s'agit de la société coréenne. Donc ils sont en avance sur nous au niveau de la digitalisation, etc. Nous pouvons quand même l'observer dans le sens que nous verrons à quoi on peut s'attendre comme dérive. Et eux, réellement, comme Martine l'a dit, il n'y a plus de distinction entre lieu de travail et lieu de vie. Simplement aussi, l'employeur rentre dans la vie privée du travailleur et les conséquences, après ces années de télétravail, on a remarqué lors de l'étude qu'il y avait donc un taux de burn-out, de dépression, mais aussi un taux de suicide qui explose. Alors voilà, nous sommes là aujourd'hui, pourquoi ? Parce que la CSC est un syndicat qui se veut proactif. Nous sommes là pour prévoir, agir avant que ces conséquences n'arrivent. Nous ne voulons pas des taux de suicide et tout ça. Donc nous devons nous battre contre ceci. Je regarde la question. Tout à fait, tout à fait. Alors, Monsieur Fouad, oui, exactement. La gestion des enfants à la maison, c'est un problème aussi. Encore une fois, dans ce cas-là, on peut remarquer que le travail s'immisce dans la vie privée des gens. Gérer travail et enfants, effectivement, l'employeur doit aussi le savoir, parce que si vous avez 2 enfants à gérer à la maison, bien entendu, la charge de travail doit être adaptée. Il faut, je pense, aussi assouplir les plages horaires pendant lesquelles on travaille. Nous savons tous que nous avons des plages fixes pour travailler, oui. Mais si les enfants, comme dans cette période-ci, sont présents à la maison parce qu'ils ne peuvent pas se rendre à l'école, etc., pendant les heures où on est obligé de travailler, il y a des interventions des enfants. Et donc, il faut permettre plus de souplesse. Le droit à la déconnexion. Voilà, le droit à la déconnexion, il vient ici aussi. C'est qu'on doit permettre aux travailleurs de pouvoir élargir ces plages.
de travail de façon à lui permettre de pouvoir gérer au mieux sa vie professionnelle et ses enfants. Et alors aussi une chose, ne culpabilisez pas. Parce que je sais que ça peut paraître bizarre, on se déconnecte, je vais chercher mon enfant, on est mal, on a peur. C'est ce droit à la déconnexion qui doit être reconnu. Le télétravail doit toujours rester une base volontaire. Si des gens sont isolés, ils doivent avoir le droit d'aller au travail et d'avoir des contacts avec leurs collègues, des contacts sociaux, c'est humain. Donc, quand vous êtes malade, comme on l'a dit, vous êtes malade, dites-vous que le télétravail, c'est comme si vous étiez au bureau, vous arrêtez. Vous n'êtes pas bien, vous arrêtez, ne culpabilisez pas. On sait que certains chefs mettent la pression là-dessus, vous demandent plus de travail. Mais notre combat que nous sommes en train de mener, justement, c'est contre ça. Que vous ayez votre liberté, vous faites votre travail de manière sereine, comme ça au moins ça ne pèse pas. Nous ne voulons pas des burn-out, nous ne voulons pas que vous vous sentiez mal, et nous sommes là pour ça, pour vous aider. Il faut savoir aussi, Jean-François, que dans beaucoup d'endroits, en fait, les chefs ou les directives qui sont données, c'est de surveiller le personnel. Exactement, c'est ça. Et dans notre organisme, on le connaît que trop bien, malheureusement. Et donc ça, c'est une des dérives. C'est une des dérives parce que la base, en fait, à l'origine de la mise en place du télétravail, c'était quoi? C'est basé sur une relation de confiance entre le travailleur et son employeur. Mais le problème, c'est que ça ne figure que dans le contrat sur le télétravail que l'on doit signer. Mais dans la réalité des faits, malheureusement, il y a beaucoup de dérives et il y a beaucoup de notre personnel qui se sent vraiment espionné ou spié, qui n'ose même pas se lever 5 minutes de sa chaise pour aller prendre une tasse de café, parce que directement on leur tombe dessus, oui mais t'étais déconnecté, on t'a appelé, t'as pas répondu. Et donc à ça, je crois que nous CSC, on devra à l'avenir, puisqu'on va renégocier les conditions du télétravail, et on va intégrer ça dans nos règlements de travail, à ce moment-là, il faudra très très fort canaliser tout cela pour éviter les dérives et qu'on ait des possibilités de recours envers nos employeurs à partir du moment où on constate qu'il y a des gens qui sont mis en difficulté de par ce type de comportement. Tout à fait. D'où le terme de cette sensation de culpabilité. Tout à fait. Par cette surveillance des chefs qui ne doit absolument pas, ce n'est pas possible, c'est la vie privée des gens. Nous avons les chiffres. Vous avez télétravaillé, les chiffres, les objectifs ont été atteints, et plus que atteints, ce qui prouve bien qu'en télétravail, vous travaillez beaucoup plus, vous produisez beaucoup plus qu'en présentiel. Donc nous estimons que, de par ces chiffres, la confiance peut être donnée aux travailleurs pour qu'ils puissent travailler sereinement, car le travailleur fait son travail, il est fait alors qu'on le laisse tranquille. Alors, au niveau des conséquences, bon, il est inévitable, la digitalisation avance, voilà, le télétravail va être de plus en plus appliqué. Quelles conséquences cela peut avoir? On parle d'isolement, mais comment faire pour garder nos contacts sociaux? Nous sommes tous des syndicalistes. Nous savons que le travail syndical, c'est quoi le travail syndical? C'est le contact avec la personne, c'est parler avec la personne, comprendre la personne. Mais comment voulez-vous avoir un contact avec quelqu'un s'il est derrière peut-être un écran, ou est-ce qu'il va réellement prendre contact avec vous? L'isolement va faire que les gens vont s'enfoncer. Donc là aussi, il y a un combat à mener. Il faut retrouver des solutions pour retrouver des contacts sociaux, des contacts physiques, parce que c'est un piège. Simplement, les gens sont isolés, et je dis toujours cette phrase, c'est diviser pour mieux régner. On voit bien dans les négociations à l'heure actuelle des témoignages que le fait de les faire en visioconférence n'a plus du tout le même impact qu'avant, quand les gens étaient face à face. L'État, le gouvernement, le cabinet dit oui, 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 mais il y a des blocages, ce n'est pas la même chose. Il n'y a rien à faire. La gestuelle a une importance. La communication non verbale ne s'applique plus. Tout à fait. Or, c'est quelque chose qui nous apprend beaucoup quant à savoir comment se positionner, comment réagir,
comment voir les réactions de l'autorité pour Tout à fait. dire oui, on va plutôt s'adapter comme ça, on va essayer de discuter dans ce sens-là. Tout ça se perd parce que justement, on ne se voit plus en réalité. Et donc, en fait, il est beaucoup plus facile d'imposer des choses à partir du moment où, justement, il n'y a pas ce groupe en présentiel. Tout à fait. Et parce qu'il n'y a pas une réaction de masse. Il peut y avoir aussi, par exemple, au sein des négociations du comité B, quand il est en présentiel, mais on peut voir les réactions de nos collègues des autres organisations syndicales. Il y a des petits signes comme ça non-verbaux qui se disent, voilà, on est sur la même longueur d'onde. Tout à fait. Ok, intervient, moi je vais embrayer pour essayer de faire une force intersyndicale. Exactement. À l'encontre de l'autorité pour essayer d'obtenir quand même ce que nous souhaitons, quelque organisation syndicale que ce soit, pour le bien-être de nos affiliés. Tout à fait. D'où ce débat. C'est entre guillemets tirer la sonnette d'alarme, car cet isolement va poser problème dans le poids syndical. Effectivement. Oui, il est tout à fait difficile pour nous maintenant. Nous n'avons plus la faculté de rencontrer nos affiliés, bon, certainement pas dans cette période-ci parce que le télétravail est obligatoire, mais imaginons une situation qui revienne dans la nouvelle normale, je vais l'appeler comme ça, le télétravail sera en hausse, forcément. Et donc on le constatait déjà dans la période avant Covid, les personnes qui avaient fait le choix du télétravail, eh bien, donc, tout le monde n'est plus présent au même moment. Le contact se perd. Voilà. Et donc, nous, par exemple, délégués, on veut faire notre boulot, on va à la rencontre de nos affiliés, puis on se rend compte que, par exemple, on ne sait pas faire une assemblée générale tel jour parce que, en fait, il y a trop de gens qui sont absents, donc on n'arrive pas à... Et puis, il y a cette solidarité, cette fusion qu'il y a entre les gens, quand il y a des échanges, voilà. Tout à fait. Il y a des échanges, il y a une solidarité qui se crée entre les affiliés, et ça, pour l'instant, on ne sait plus, parce que les gens sont isolés un par un chez eux. Et donc, c'est pour ça, pour nous, ça nous déforce vis-à-vis de l'autorité. Et ils se servent de ça pour vraiment s'engouffrer là-dedans et imposer encore plus ce qu'ils veulent. Voilà, et c'est tout à fait sur ça, d'ailleurs je vais rebondir là-dessus, parce que quel est le but réellement alors de ce télétravail ? On voit que c'est quelque chose on le promeut de façon, oh mon Dieu, il le faut, ça va être imposé, etc. Mais ça reste, si on réfléchit sur le fond, ça reste l'aliénation du travailleur. Il est isolé complètement, il perd ses contacts sociaux. Ensuite, on a des dérives comme Nietzsche le disait, le nihilisme. Les gens n'ont plus de point de repère, n'ont plus rien. Et c'est une société qui est divisée. C'est une société qui est... L'individualisme est tout le temps, il est là. Mais comment voulez-vous que nous, forces syndicales, si cet individualisme reste, fonctionne ? Nous sommes une seule force. L'union fait la force. Si nous ne sommes plus unis, si nous sommes en distance chacun, que pouvons-nous faire ? Pour moi, le but de l'État est là. Et d'ailleurs, Nietzsche rebondissait là-dessus. Lorsqu'une société arrivait à un point de nihilisme, cela veut dire que cette société moderne était en décadence. Donc, on peut quand même faire un parallèle avec ce qu'il disait par rapport à l'actualité, car ce virus, nous le savons tous, a complètement chamboulé l'économie mondiale, notre vie complète. Et quel sera à l'avenir, finalement, le modèle économique ? Que va devenir les travailleurs ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, excusez-moi, je regarde les questions. Oui, effectivement. Cela peut être, Doris, oui, ça peut être facile quand on a beaucoup de kilomètres. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que nous disions que le télétravail devait rester, bien entendu, sur une base volontaire. Comme je le dis, peut-être des jeunes parents qui ont un petit enfant en bas âge, ça peut bien entendu les aider, car on sait que les crèches, ce n'est pas toujours donné. Maintenant, pensez aussi aux gens isolés. Mais ça, c'est un combat. Parce que n'oublions pas une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, le télétravail n'est pas un droit. C'est pas un droit, non. Ce n'est pas un droit. Et c'est sur base volontaire, mais suivant l'accord des chefs de service. Voilà, le télétravail est toujours soumis à l'accord des chefs de service. Voilà. Ce qui, en quelque sorte, c'est, comment dire,
subjectif. Voilà, Tout à fait. c'est subjectif et c'est à changer. Oui, mais c'est pour ça, je parlais tout à l'heure que nous allions devoir revoir notamment les contrats ou les chartes du travailleur en télétravail et que nous allions être amenés à intégrer ça dans nos règlements de travail. Et ces négociations-là ces concertations-là, puisque ça se passera organisme par organisme, va être crucial. Parce que justement, là-dedans, on va devoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment cadenasser pour éviter justement toutes ces dérives. Les dérives. Parce que tout ça dépend de la personnalité du chef de service et du rapport que vous avez avec lui. Dans certains services, tout sera possible, on pourra toujours régler tout à l'amiable. Dans d'autres, cette façon de surveiller, d'imposer, de refuser, de déplacer, alors que effectivement, par exemple, certaines personnes veulent leur télétravail le mercredi, parce que les enfants sont là, etc. On va leur dire non, parce que là, il y a une réunion, vous télétravaillez le vendredi, mais ça ne les arrange absolument pas, voilà. Donc là, il faudra, je crois, être très vigilants, nous, en tant que délégués syndicaux, pour que ce texte évite trop de dérives. Et on sait que même si un test est cadenassé, il y a toujours des dérives. Donc il faudra essayer de fermer un petit peu toutes les portes. Exactement. Et vraiment canaliser et surveiller ça pour protéger nos affiliés. Exactement. Cette subjectivité n'est pas normale. Non, mais ça c'est le propre de l'être humain, ça a toujours été, ça sera toujours. Mais on doit veiller à l'éviter, à supprimer cette subjectivité. Exactement. C'est logique parce que si vous demandez le télétravail, mais que votre tête ne revient pas à votre chef, il a tout à fait le droit de vous le refuser, ce qui n'est absolument pas normal. Il y a une petite remarque ici disant que le télétravail n'est pas un droit, mais il est obligatoire partout. Oui, mais ça c'est dans le cadre, évidemment, de la crise sanitaire, où là, partout où les tâches étaient télétravaillables, c'est devenu une obligation de rester à la maison, effectivement. Mais dans la période avant Covid et certainement post-Covid, ce ne sera plus obligatoire et ce sera sur base volontaire, moyennant accord de l'employeur. Voilà. Tout à fait. Je regarde la question. Utile. Effectivement, monsieur Stéphane Pépin, tout à fait. D'ailleurs, j'allais y venir. J'aimerais lire vos idées, vos pistes pour résoudre ce problème d'isolement, pour que nous puissions recommencer comme avant, reconstruire notre force, nous unir. Alors, quelles pistes pourrions-nous trouver pour un peu contrer cet isolement, on va dire, volontaire, cette aliénation du travailleur, qui pour moi est volontaire. On n'a pas le choix. Pour l'instant, non. Par la suite, oui. Mais effectivement, on doit réfléchir. La période que nous avons connue nous a permis déjà de dégager toute une série de nouveaux modèles de fonctionnement par rapport à la communication, notamment avec nos affiliés, etc. Et je crois qu'à l'avenir, ça deviendra une règle, puisque, en principe, les gens ne seront plus jamais présents tous en même temps. Donc, on doit revoir notre façon, nous, délégués, de communiquer avec nos affiliés, de pouvoir souder nos affiliés, de réinventer notre façon de travailler. Notre travail syndical, il est en pleine évolution maintenant. Exactement. Et donc, nous sommes certainement encore plus importants qu'avant, justement parce que nous ne sommes plus tous ensemble. Exact. Et donc, il faut vraiment qu'on repense à un nouveau fonctionnement syndical. Ça, c'est extrêmement important. Et dans ce nouveau fonctionnement syndical, parce qu'évidemment, on y est, c'est le sujet de notre congrès, la digitalisation, et on en passera de beaucoup plus en plus par ce type de méthode. Et il faut, dans ce cadre-là, surtout éviter l'isolement des personnes qui n'ont pas accès, qui n'ont pas la connaissance ou qui n'ont pas le matériel nécessaire pour justement participer activement à tout ce qui est digital. Il y a plein de personnes qui ne sont pas à même d'utiliser ces outils ou qui n'en disposent pas. Et il faut impérativement qu'on prévoit des aides, des assistances pour ces personnes, de leur mettre des moyens à disposition. On ne peut pas plus encore les isoler. Ce sont des affiliés, ils ont droit au même titre que les autres à participer et à être entendus. Et donc,
toutes ces catégories de personnel, il faut qu'on mette des mesures en place pour les aider Tout à fait. à comprendre l'outil digital, voir ce qui peut être fait au niveau des employeurs, etc., pour leur donner accès à la digitalisation. Parce que quand on prend certaines catégories de personnel, comme le personnel de cantine, comme les ouvriers, électriciens, etc., ou autres, ou personnel de nettoyage qui viennent après les heures, etc., ces gens-là, ils ont le droit d'être informés aussi. Ces gens-là, ils doivent pouvoir accéder à l'outil digital parce qu'on y vient de plus en plus. Tout à fait. Et on doit avoir un rôle, je vais dire, d'assistance, d'accompagnement et de formation de ces gens pour leur permettre justement de pouvoir faire partie de ce nouveau monde virtuel. Exactement. Exactement. Je regarde... Oui, monsieur Basile, oui, tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait. Je pense que nous sommes tous d'accord avec vous. Malheureusement, voilà, la crise sanitaire étant ce qu'elle est, nous n'avons pas eu le choix et je le déplore. C'est dommage. Mais maintenant, finalement, le thème de notre congrès, il a été choisi avant la crise sanitaire. Oui. Et finalement, il ne pouvait pas être plus actuel. Tout à fait. Et donc, je crois que ce congrès, finalement, qui effectivement ne ressemble pas aux autres et qui, l'ancienne formule, évidemment, nous manque énormément, mais finalement, ça va être une expérience enrichissante pour nous tous délégués. Parce que grâce à cela, on va se rendre compte des manquements, des dérives, de ce qui ne va pas, etc. Et donc, on va pouvoir... L'après-congrès, on va pouvoir analyser ce qui s'est passé lors de ce congrès virtuel et voir la limite, justement, du virtuel. Tout à fait. Et voir comment on va pouvoir aborder l'avenir, comment on va pouvoir travailler, on va retirer une expérience de ce congrès. Donc finalement, c'est vrai que c'est triste qu'il doit se passer comme ça, mais d'un autre côté, je crois que pour nous, c'est extrêmement enrichissant. On est dans la pratique vraiment. Oui. Du thème de notre congrès. Oui. Et donc, ça, je crois que pour nous, ça va. Même si maintenant, on a tous difficile parce qu'on a l'habitude de se rencontrer. Hein, c'est une grande fête, finalement. Bien sûr. On réfléchit ensemble, on bavarde ensemble, on crée des liens. Aussi, les liens entre les délégués. Tout à fait. Parce que les équipes de délégués, pour qu'elles fonctionnent bien, il faut qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils aient des contacts. Tout à fait. Or, pour l'instant, nous sommes tous isolés. Exactement. Et on sait très bien qu'une très bonne équipe syndicale, qui fonctionne vraiment en osmose, c'est quelque chose de très fort, de très puissant. Et c'est une équipe soudée. Et donc voilà, moi je crois que finalement, il est vrai que la situation est regrettable, mais finalement je crois qu'on allie à la théorie, à ces écrans, la pratique de dire, voilà, maintenant voilà ce qui se passe si tout devient virtuel. Tout à fait. Voilà. Et grâce à ce congrès, nous allons pouvoir peut-être, ou certainement, en tirer des conclusions et nous améliorer à l'avenir, car on le sait, on doit se réinventer. Oui. On n'a pas le choix. La digitalisation est en marche, nous ne l'arrêterons pas. J'ai vu une question d'une personne qui disait que nous n'avions pas le choix, car en même temps, ça allait permettre aux employeurs de diminuer l'espace, les bâtiments. Encore une fois, c'est un piège, car si un jour nous voulons revenir à un présentiel ou refaire des réunions, il n'y aura plus de grands bâtiments. Non. C'est alors à nous, syndicalistes, de contrer cela en nous réinventant, en recréant des réunions, des groupes, car nos liens sociaux, c'est notre force. Tout à fait. On doit le faire. Alors, je ne sais pas si vous avez une piste. Alors... Je vois Madame Florence qui réagit. Il faut sortir des balises. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Des circulaires, oui, il faut sortir de ça. De toute façon, ce n'est déjà pas extrêmement légal. Ça doit être discuté et de toute façon, ça doit être pris au Parlement. Ça doit être discuté au Parlement et avalisé au Parlement. D'ailleurs, maintenant, par exemple, pour la loi Covid, effectivement, le gouvernement a compris et a fait passer ça au Parlement, parce qu'un État ne peut pas travailler sur base de circulaires. Claire, tout à fait, elle a tout à fait raison. Les lois doivent... C'est pour ça que nous avons déjà travaillé sur notre nouveau cahier revendicatif, notre bébé à tous qui nous a demandé beaucoup de travail et dont nous sommes très fiers.
parce qu'on l'a déjà adapté à la situation qui change. Nous sommes dans une période charnière. Vous avez probablement connu des gros combats dans les années 70, les années 80, 90, etc. Je pense qu'ici, on y est. C'est un nouveau combat qui commence. Et si nous ne nous serrons pas les coudes, si nous ne sommes pas tous ensemble, on n'y arrivera pas. Nous disparaîtrons. Si nous disparaissons, qui va défendre les travailleurs? Qui va vous défendre? Personne. Vous n'aurez plus le choix. On vous imposera 45 heures, vous ferez 45 heures, vous n'aurez rien à dire. Personne ne se plaindra. Alors, sincèrement, prenez conscience de l'évolution, du changement qui est en train de se produire pour être proactif. Tout à fait. Et continuer, pérenniser le travail que nos anciens, comme Martine, ont fait leur combat pendant 30 ans pour obtenir des choses que là, nous venons de perdre. Nous avons des libertés individuelles qui ont disparu. Alors, moi, nouvelle génération, vous, nouvelle génération, ou entre les deux, aidez les nouvelles générations. C'est ce que Martine a fait avec moi. Elle m'a pris sous son aile, elle m'a formé. Je me suis engagé à la CSC dans un but, c'est de renforcer ce poids, de retrouver le poids de la CSC. Et là, c'est réellement un appel à vous. Nous avons créé maintenant le comité jeune, dont je suis le président. Tout reste à faire, mais c'est un appel à vous. J'ai besoin de vous. Venez, engagez-vous, prenez contact avec moi, parce que les jeunes doivent s'impliquer en ayant l'aide de nos anciens qui, eux, ont l'expérience. La théorie, c'est une chose, l'expérience en est une autre. On ne peut pas naître avec l'expérience. Moi, grâce à Martine, j'ai appris énormément. Je suis constamment en formation. Et ça, c'est une richesse que nous devons réellement garder avant que nos anciens prennent leur pension et que toutes ces connaissances partent. Qu'allons-nous faire face à un gouvernement si nous ne sommes pas formés ? Eux ne nous rateront pas, eux ils sont préparés. Si nous ne le sommes pas, qu'allons-nous faire? Nous n'existons plus. Voilà, je vois une remarque ici. C'est notre avenir. C'est notre avenir. Tout à fait. Voilà, effectivement. Et donc je pense que vous les jeunes maintenant, et nous, évidemment on continue à vos côtés, mais il faut absolument qu'on repense, qu'on réfléchisse sur la façon, on va devoir adapter notre travail syndical. On doit penser à des autres techniques, à des autres moyens de communication, à voir comment mettre en place des structures de discussion, de concertation, pour pouvoir justement repermettre à nouveau cette solidarité. Exactement. Parce que la solidarité entre nous tous, c'est ça qui nous permet d'avancer. C'est notre force. C'est ça qui nous permet de contrer, l'autorité. Tout à fait, c'est notre force. Bon, nous avons eu dernièrement un petit rappel, et pour les nouveaux, une formation sur l'histoire syndicale, l'histoire du mouvement. Mais quand on a vu ça, enfin moi j'avais vu ça il y a 30 ans, et puis je revois ça maintenant, et je me dis, bon Dieu, mais la vie a tellement évolué sur 30 ans, et en fait on est en train de plus en plus de régresser. Et on perd tous les avantages pour lesquels on s'est battu, et que nos anciens se sont battus, parfois en mourant de faim, pour arriver à obtenir certaines choses. Et maintenant, petit à petit, on est en fait en chute libre. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'on régresse et qu'on revient au 19e siècle, mais avec les méthodes du 21e siècle. Exactement. Et donc, je crois que tous ensemble, il faudra impérativement qu'on ait des journées d'études, des espaces de discussion pour essayer de repenser l'action syndicale, le travail syndical et la solidarité. Oui. Au niveau des actions syndicales, nous devons aussi les réinventer. Tout à fait. Ils nous imposent le digital. Utilisons le digital contre eux. Voilà, exactement. C'est comme ça. Tout à fait. Nous voulons avoir notre prime. Tout à fait. Attends, c'est comme ça. Nous avons 20 €, nous. Peut-être que vous avez plus, peu importe. Mais ça ne rentrera jamais dans vos frais. Est-ce que vous les voyez, votre argent? Vous ne le voyez pas, hein? Par contre, le travail que nous avons effectué, il a été fait. Il a soutenu
la population. Si nous nous étions arrêtés, nous tous qui travaillons pour l'État, l'État il fait quoi si nous arrêtons? Il ne fonctionne plus. L'État nous traite un peu comme des enfants. Il nous dit ce qu'on a à faire, nous faisons une demande, il n'y répond pas. L'État ne doit pas oublier que sans les travailleurs, il n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose que nous devons réellement prendre conscience. On ne doit pas se résilier. Il ne faut absolument pas faire ça. Ne pas se dire « Oh, ça ne changera rien, ça ne sert à rien ». S'il vous plaît, ne partez pas là-dedans. Ne partons pas là-dedans. Soyons une force. Parlons, retrouvons-nous dans des lieux grands. J'ai entendu parler peut-être du Ezel. Il faut absolument qu'on se retrouve, comme ma collègue Martine a connu avant, pour refaire nos liens, pour ressouder en une seule force et combattre cela, combattre cette aliénation des gens. Ça ne va pas. On est en train de se faire manger. Et comme tu disais, nos ancêtres se sont battus, ils sont morts, même dans les mines. Exactement. La Seconde Guerre mondiale, il y a eu des millions de morts pour garantir notre liberté. Ils ont donné leur vie pour notre liberté. Et au final, on nous l'enlève. Oui, virus, tout ce que vous voulez, virus. Mais le choix doit être donné à la personne. Ce sont des libertés fondamentales. On ne peut pas les prendre comme ça. La réaction, ça ne peut plus se reproduire. Maintenant, nous allons attendre que ce virus passe, mais vous devez prendre conscience de ça, de cette facilité avec laquelle le gouvernement peut nous enlever des droits, des libertés fondamentales qui ont été acquises par le sang, parfois. Et donc ce moment charnière, on ne doit pas le louper. On doit recommencer à se tenir tous par la main pour contrer cela et retrouver du poids et obtenir des droits, vous protéger et qu'on vous rende ce qui vous revient de droit, ce qui est normal. Au terme... Excusez-moi, j'ai vu une question qui vient de disparaître en termes d'économie, on en fait. Comment ça ? Oui, je crois que ça voulait dire que pendant que les gens sont en télétravail, effectivement, et nous l'avons régulièrement abordé, c'est en fait l'employeur qui fait des énormes économies. Oui, le lien en matière d'énergie, donc électricité, eau, gaz, en matière de locaux, puisque maintenant ils en viennent de plus en plus au New Way of Working, donc on diminue les places disponibles en présentiel. Et en termes d'économie faite par le gouvernement pendant le télétravail, c'est à charge du télétravailleur. Et maintenant, on a lutté, on a rouspété, on a demandé pour obtenir une prime spécifique, supplémentaire pour les travailleurs, pour couvrir leurs surcoûts énergétiques, etc. On n'a même pas eu le temps d'en discuter au comité B. Le gouvernement, au Conseil des ministres, a décidé que nous aurions royalement 20 € par mois pendant 8 mois. On ne parle pas de l'année 2020. On ne parle pas question de rétroaction. Voilà, pas de rétroactivité. Et pendant ce temps-là, toutes les économies faites par l'État, elles sont passées où ? Elles sont passées où ? Elles sont passées où ? Elles ne viennent pas au bénéfice du travailleur du secteur public. Non. Et donc, tout cela n'est pas normal non plus. Et donc, nous, CSC, dans nos revendications, dans notre cahier revendicatif, nos négociateurs n'ont de cesse que de mettre sur la table, d'évoquer tous ces problèmes. Mais le gouvernement actuel, évidemment, je vais dire d'un côté plus sympathique que le précédent, et c'est pas difficile, mais ils se contentent de nous regarder gentiment, d'écouter ce qu'on leur dit, mais dans les faits, rien ne se passe, on n'est pas entendu. Tout à fait. Et c'est totalement scandaleux, alors que les fonctionnaires, tout le service public pendant cette période Covid, c'est vraiment porter vraiment la société. Et nous, certainement, au niveau des institutions publiques de sécurité sociale, nous avons eu un rôle crucial à jouer, et nous l'avons toujours, et nous l'aurons aussi également en post-Covid, parce que pour l'instant, notamment à l'ONEM, nous avons toute l'augmentation du chômage temporaire lié au Covid. Mais cette crise va générer une crise économique énorme par la suite. Les faillites vont se succéder. Exactement. Donc là, ce sera le chômage complet. Des tas de gens qui vont perdre leur emploi, qui vont risquer de perdre leur maison, etc. Et donc, voilà, tout ça est
est très dangereux. Tout à fait. Et le gouvernement, mais non, oui, travaille, oui, mais enfin, il y a beaucoup de réactions dans la population aussi qui disent oui, mais les fonctionnaires, ils ont leur salaire à temps plein. Oui, mais on a travaillé aussi pour notre temps plein, tout à fait. Voire beaucoup plus, parce que chez nous, les cadences ont été infernales pour pouvoir permettre à ce 1,3 million personnes d'avoir leurs allocations de chômage temporaire en temps requis. Voilà. En temps et en heure. Nous avons beaucoup plus travaillé. Les chiffres sont là et le prouvent. On n'a de cesse que de tirer à boulet rouge sur le fonctionnaire. Mais le service public, il est très important. Et il a tourné. Et le service au public est très important. Tout à fait. Et l'autorité, malheureusement, et ça depuis des décennies, n'a de cesse que de dévaloriser le fonctionnaire aux yeux de la population et de dévaloriser le service public. Oui. Alors que pour moi, c'est vraiment la base de tout. C'est vraiment la base de tout. On est là pour aider chaque citoyen. Oui. Et donc ça, pour nous, c'est une valeur qui doit rester primordial. Et c'est pour ça qu'on doit continuer à lutter pour la population en aidant nos collègues à se sentir bien, à bien pouvoir apprivoiser la digitalisation pour pouvoir rendre le service le meilleur possible auprès de la population. Oui. Je vois beaucoup de messages qui disent oui, la détresse humaine m'a explosé. Tout à fait. Tout à fait. J'ai vu ensuite un autre message qui, étonnamment, a disparu sur la déshumanisation. Mais c'est leur but. Vous voyez, comme Martine disait, ils ne nous écoutent pas. Pour moi, c'est un test. Cette période Covid était un test. Comment se comporterait la population si on lui imposait n'importe quoi? On nous a dit de ne pas mettre un masque. On ne l'a pas mis. Puis on nous a dit de le mettre, on l'a mis. Nous avons subi des choses, des règles, parfois absurdes, mais on l'a fait. C'est un test. Regardez nos négociations, c'est la même chose. On demande de recevoir nos indemnités parce que vous les avez avancées de votre poche. Vous les avez payées, le chauffage, l'électricité, ça vous revient de droit. Comme monsieur disait, ils ont fait des économies là-dessus, mais on n'en voit pas la couleur. On ne nous écoute même pas. Tout cela, c'est un test. Alors, oui, exactement. Ben oui, Madame Laetitia, oui. C'est un test. C'est pour ça, mon message, c'est un appel à vous. Il faut réellement se liguer et faire un effort. Redevenons une seule force, un poids. S'il y a des actions à faire, utilisons le digital contre eux. Si on arrête le digital, le système ne tourne pas. Il suffit déjà de leur dire que c'est nous qui les portons. À quoi servent-ils sans nous? À rien. Si vous arrêtez de travailler, ils sont coincés. L'État ne tourne plus. Donc, soyons ensemble. Nous allons vraiment, la piste la plus importante, c'est de se retrouver tous ensemble. Comme j'avais entendu, OSL, ensemble, parlons, prenons un verre, discutons, faisons des connaissances. Chaque personne a des compétences différentes, ce qui enrichit les débats, ça enrichit nos réunions. Et ça, c'est très important, s'il vous plaît, c'est le combat à venir. Même vous qui êtes plus vieux, qui est peut-être proche de la pension, vous vous dites, bon allez, moi j'ai bientôt fini, mais pensez à nous les jeunes. J'ai 33 ans, j'ai toute ma carrière devant moi. Si vous ne formez pas les jeunes avec les connaissances que vous avez acquises le long de toutes ces années, comment allons-nous faire? N'oubliez pas que les jeunes, ce sont peut-être vos enfants, petits-enfants, qui seront confrontés à ça, à cela. Donc aidez-nous, formez vos jeunes, recrutez les jeunes, formez-le. Si Martine n'avait pas fait ça avec moi, je ne serais pas là en train de vous parler maintenant. Donc c'est vraiment, vraiment un message que je vous lance. Restons une force. L'union fait la force. Voilà. Je crois que... Oui, effectivement. Mais... Oui, la disparition de la monnaie. Tout à fait, Sylvie, la disparition de la monnaie. Et on reste encore dans l'aliénation. Donc c'est quelque chose qui fait que, on déshumanise l'humain. Il y a un contrôle total.
comment en Chine, c'est déjà le cas, hein, les caméras, un contrôle total sur le citoyen, sur le travailleur, qui n'a plus rien à dire, hein, on lui impose n'importe quoi, d'où l'importance du syndicat, d'où cette importance. Il n'y a que nous qui pouvons faire face à cette injustice. Vous, moi, Martine, nous tous ensemble pouvons faire face, pouvons faire bloc contre ça. Personne d'autre le fera. Si nous ne le faisons pas, nos enfants, malheureusement, vivront un enfer, comme en Chine. Donc, prenez conscience de ça. Prenez conscience de ça. Donc voilà. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Je remercie Martine, mon mentor, qui grâce à elle, je ne serais rien, je ne serais pas ici, qui m'a tout enseigné. Et voilà, j'espère nous revoir. Eric, si tu m'appelles papa, je te mords. Mais oui, tu es mon papa et Martine est ma maman. Donc, si vous pouvez, vous, derrière votre écran, au travail, faire la même chose avec un jeune, ça serait vraiment super. Donc voilà, comment toucher les jeunes j'espère que vous nous suivrez demain, parce que justement, nous en parlerons demain. Comment retrouver ce poids syndical à l'avenir. Donc suivez-nous, retrouvez-nous demain et nous en parlerons. Un grand merci à vous. Grand merci à vous et bonne suite pour le congrès. Et bonne suite pour le congrès. À bientôt et à demain. À demain, j'espère. Au revoir.